Mon cher Johan, terminé pour Dustin Poirier. On n'a pas eu la fin Cendrillon à laquelle certains s'attendaient ou certains espéraient. Mais là, je me disais une chose. Ce gars-là ne peut pas changer d'idée. Là. Il peut pas revenir. Parce que là, tout ce qu'on a fait à la Nouvelle-Orléans, chez lui, les hommages qui pleuvaient à la toute fin, l'espèce de vidéo, hommage à sa carrière et tout ça. Ce gars-là peut pas se réveiller dans un mois et dire « OK, j'ai le goût de revenir, l'UFC va faire comme là. Pousse pas ta loque. » Honnêtement, il y a eu toute une ovation. Là. Même que Max Holloway a pas vraiment fait de speech après son combat. Il a dit « C'est la soirée de Dustin Poirier, vas-y. » Donc vraiment, non, je pense pas. Mais moi, je trouve qu'il accroche bien ses gants. Moi, je trouve qu'il a fait un combat, une guerre contre Max Holloway qui revient d'une grosse performance avec un gros knockout. On l'a vu contre Justin Gaethje à la dernière fois qu'il a défendu cette ceinture-là. Donc, pour moi, c'est une belle façon de prendre sa retraite. Je trouve ça parfait, comme à l'UFC a fait ça, pour un gars de classe comme Dustin Poirier. Mais tu sais comme moi, à l'UFC, particulièrement, les retraites, ça dure jamais longtemps. Ça, c'est vrai. Là, celle-là, d'après moi, elle va durer parce que avec tout ce qu'on a fait, on s'est vraiment assuré que The Diamond allait rester sur la touche. Bref, belle soirée, on met la table pour ça et bien plus encore. Grosse émission pour vous. Bienvenue à tous au SOS Podcast. SOS! Attention, ça va frapper. Spectaculaire, flamboyant. Des athlètes de haut niveau. Des champions des arts martiaux. Préparez-vous, le combat commence. Dans l'octogone, Ben Baudouin. SOS Podcast! Eh oui, Ben Baudouin, Johan Lennes, The White Lion, en studio cette fois-ci. Ça devrait bien fonctionner. Hey, je me suis senti seul à la fin du dernier épisode. Je me suis senti mal. Désolé, ben c'est pas de ta faute. Hein. La technologie parfois, mais désolé pour ces problèmes techniques la semaine passée. Parce que là, je voulais parler de ton prochain combat. Je me pensais qu'on pouvait peut-être l'annoncer, mais là, là, tu nous confirmes que ça va se passer à la fin de l'émission. Tu vas nous dire contre qui tu vas te battre en septembre prochain. Là. Plus de cachette. Là. Restez là. À la fin de l'émission, vous allez savoir. Là, ça se passe. Une grosse carte. Une grosse carte. Puis gros combat pour moi. Ouais. Excellent. OK, ça va être à la fin de l'émission dans les actualités comme d'habitude. On revient sur l'UFC 318 et on met la table pour l'UFC Abu Dhabi également au cours de l'émission avec des extraits d'entrevues de nul autre que Powerbar, Marc-André Barriot, notre Québécois qui se bat cette fin de semaine du côté d'Abu Dhabi contre Sharap Bullet. Mais tout d'abord, cette victoire de Max Holloway qui a envoyé Dustin Poirier à la retraite. Classique Holloway, je sais pas ce que tu as pensé de sa... Ni un ni l'autre, Poirier n'a pas à rougir de sa performance non plus, mais une décision quand même assez claire pour Max Holloway. Une super performance, il en avait besoin et ça le remet vraiment dans la course au titre à 155 livres aussi. Ça le remet dans la course au titre. Lui qui était sur une fiche négative contre Poirier là, parce qu'il s'était déjà affronté 0-2, c'est vrai. Il s'était déjà affronté 2 fois puis il avait perdu les 2 combats donc on pouvait s'attendre peut-être à une autre défaite de Max Holloway mais moi ce qui me surprend puis ce qui m'impressionne le plus c'est sa vitesse puis sa précision, à quel point ce gars-là est rapide puis à quel point le volume de coups qu'il lance est impressionnant puis je pense que c'est vraiment ça qui a fait la différence entre les deux. Il était beaucoup plus rapide que Poirier puis on voyait que Poirier était toujours une petite seconde en retard puis malgré que la puissance allait peut-être plus du côté à Poirier, il avait beaucoup de difficultés à trouver son timing, là, permettez-moi l'expression. C'est pas un gars qui s'est fait passer le chaos souvent, mais on pouvait peut-être suspecter qu'il était fragilisé, Max Holloway, après son chaos subi l'automne passé contre Ilia Topuria. s'est fait ébranler au deuxième round. Le deuxième round, ça a été le meilleur round du combat. Oui. On s'est ébranlé de part et d'autre. Ça passait proche du côté de Poirier, là, sa meilleure chance. Ça a été sa meilleure chance, puis on l'a vu, là, vraiment, le Holloway était dans l'eau chaude. Puis je souhaitais, en tant que fan, que le combat se termine. Ah ouais. Ben oui, parce que on souhaitait tous voir Poirier terminer avec une victoire entre les mains. Personnellement, comme on l'a mentionné, je pense pas qu'il y a à rougir de cette performance-là. C'était une guerre, c'était un combat à la Dustin Poirier. Je pense qu'il était un petit peu à reculons quand même. C'est pas le Dustin Poirier qu'on a vu de nos bonnes années où est-ce qu'il était prêt à manger un coup pour en donner un plus fort. Je pense qu'il voulait s'assurer de pas se faire mettre KO à son dernier combat. À la toute fin, on l'a vu quand il a
plus ou moins engagé, là, tu sais, Exactement. à la BMF, là, de dire on se plante les pieds dans les 10-15 dernières secondes puis on échange. On a vu que ça allait vite pour lui. Là. Puis c'est comprenable parce qu'il a tellement eu une belle carrière puis il a tellement fait un beau combat. Si j'avais été à sa place, je n'aurais jamais lancé un 25 sous dans les airs pour les 10 dernières secondes du combat alors que ça fait 50 de 5 minutes que j'offre un spectacle incroyable. Exact. Pour en terminer sur Poirier, carrière incroyable, on le disait, gros hommage de l'UFC, puis c'est tellement beau qu'est-ce qui a été partagé sur les médias sociaux après tout le respect entre Max et Dustin, le fils de Max qui est allé voir Poirier aussi, et la fille de Dustin avec la ceinture. Tu sais, il dit, j'ai pas gagné la ceinture BMF, j'ai pas gagné officiellement jamais dans ma vie les ceintures, la ceinture de champion incontesté de l'UFC. Lui qui a été champion intérimaire, mais il dit ma fille, elle m'a fait une belle ceinture, meilleur papa au monde. Puis là, ça fait verser une petite larme. C'est pour ça qu'il le fait, c'est pour sa famille en plus. Puis il l'a dit, toute sa carrière, il l'a fait pour sa famille, il leur donnait une meilleure qualité de vie, tout ça. Puis il a vraiment réussi, il peut être fier de lui. Puis là, il va avoir un deuxième enfant en plus. Tu sais, tout ça, c'est vraiment, hein, c'est un scénario idéal pour lui. Puis, tu sais, en tant que papa. La première chose qu'il a dû penser après son combat, c'est de retourner à la maison, voir sa famille et tout. Fait que de pouvoir avoir une ceinture comme ça qui l'attend à la maison, c'est la plus belle ceinture qu'il pouvait gagner. Là. Ah non, exact. Puis tu sais, en tant que papa, toi et moi, c'est sûr que nous, ça nous touche une petite corde sensible ça, c'est en certain. plus. Puis là, j'espère qu'il n'est pas trop magané. Il y a eu une carrière, il y a eu des gars incroyables, il y a eu une longue carrière, mais il le décide. Là, pas faire le combat de trop. C'est pour ça qu'il accroche sa ceinture, ses gants, en fait, à 36 ans. Rapido, avant de passer aux autres à la suite de la carte, mais Holloway, la suite pour lui. Lui, il veut un combat de championnat contre Topuria. Est-ce qu'on une revanche, qui pourrait avoir une revanche à 155 livres? Personnellement, je suis pas certain que l'UFC va aller dans cette voie-là. Mais un Pimblet Holloway, on dirait que j'aimerais ça. Ça serait vendeur, hein? Ça serait vendeur. ça serait extrêmement vendeur, oui. C'est une possibilité. Je souhaite revoir Holloway contre Topuria. Ça, c'est sûr, dans un avenir futur. Ouais. Pour le moment, j'aimerais voir Holloway encore performer. Oui, peut-être contre un nouveau venu, ça ferait différent. Parce que là, on le sait que dans cette catégorie-là, dans cette division-là, ils se sont tous déjà affrontés un petit peu. Fait que Holloway Pimblet, ça pourrait donner un spectacle assez intéressant. Exactement. T'as Gaethje encore, t'as Arman Tsarukyan qui est en lice aussi. Bref, à 155 livres, on se répète, mais c'est une division tellement intéressante avec tellement de bons combattants. La suite va être le fun à suivre. OK, en demi-finale, Paulo Costa, Roman Kopylov. Belle performance de Costa. Je sais pas ce que t'en as pensé. Première victoire en 3 combats. Il en avait besoin. C'était bien dans les 2 premiers rounds. Il a manqué de jus encore. Ouais. Le cardio fait défaut. Hein? Le cardio fait défaut, mais on a vu un Paulo Costa qui s'est présenté prêt à manger des coups, prêt à en donner aussi. Pas vraiment reculons. Ça faisait longtemps qu'il s'était pas battu, donc j'avais hâte de voir c'était quel Paulo Costa qu'on allait voir dans l'octogone. Moi, j'ai été agréablement surpris, puis je pense que c'est un nouveau Paulo Costa qu'on vient de voir. Puis je pense vraiment qu'il s'il continue comme ça, il peut faire du dommage dans cette division-là. Là. S'il peut se permettre de rester actif, puis oui, certainement d'aller travailler sur le cardio. Améliorer quelques lacunes quand même, mais c'est tout un athlète, on le sait. Patricio Pitbull, première victoire à l'UFC contre Danny Gay. Fallait pas cogner des clous, fallait pas être trop fatigué. Ouais, exactement, parce que c'était au ralenti ce combat-là. On a dit c'est pas 2 styles qui se mariaient très bien. Hein. 2 contre-attaquants, j'ai l'impression aussi. Donc, beaucoup de temps mort, surtout dans les 2 premiers rounds. Puis on respectait énormément la puissance de chaque côté. On voulait pas trop se tremper les pieds. On le sait que c'est 2 gars qui frappent extrêmement lourd. Beaucoup d'expérience de la part de Patricio Pitbull. Hein. Igué aussi a beaucoup d'expérience, mais peut-être pas au niveau de Pitbull. Puis moi, j'ai trouvé que c'était un combat très intelligent de sa part. On a vu que l'expérience était en sa faveur, mais c'est sûr que c'était pas le combat de dynamite et de feu d'artifice qu'on s'attendait parce que c'est 2 gros cogneurs. Là. Exact. Mais bon, aller chercher une première victoire à l'UFC, c'est toujours bon. Le vétéran Pitbull qui rentre dans le top 15 en plus, donc à suivre pour l'ancien champion de Bellator. Le combat de la soirée, ça a été Brandon Allen contre Marvin Vettori. Gros combat. D'accord avec ça. J'ai aimé Allen. J'ai trouvé qu'il était plus incisif, je pense que la force de frappe était vraiment de son côté. Il a cassé le nez de Vettori en partant. Je comprends pas parce qu'on s'attendait à ce que Brandon Allen soit plus dominant au niveau du jiu-jitsu et de la lutte. On sait que Marlon Vettori a une bonne boxe, frappe solide. J'ai l'impression qu'il frappait comme un welterweight, comme un mi-moyen. J'ai vraiment l'impression que Brandon Allen ne respectait en aucun cas la puissance de frappe de Marlon Vettori, qui est supposé être un cogneur. Donc, est-ce que c'est Brandon Allen qui a vraiment fait
un pas en avant au niveau de sa boxe parce que pour vrai, sa boxe sortait extrêmement bien. Il a fait du gros dommage. Ça doit être extrêmement insécurisant pour Marlon Vettori qui, lui, s'est fait battre dans son propre jeu par quelqu'un qui est pas supposé d'être dominant en boxe. Donc, grosse performance de Brendan Allen. Ouais, il en avait besoin. Il était sur une séquence de défaites. Puis pour Vettori, ben, ça se poursuit la séquence de défaites. L'ancien challenger au titre qui est sur 3 défaites consécutives. Il a vendu chèrement sa peau. Je veux dire, troisième round a été intéressant de part et d'autre. T'sais, il a tout donné, là. Ouais. Mais il est arrivé à court. Ateba Gauthier a surveillé, jeune Camerounais de 23 ans. On le compare à Francis Ngannou. On comprend pourquoi qu'on a vu sa force de frappe contre Robert Valentin. Il est 8-1 avec 7 KO. Extrêmement puissant. Ça lui a valu 50 000 $. Et Islam Doulatov, un autre gars qui a eu 50 000 $ avec son KO contre Adam Fujit. Et lui, c'est intéressant parce que c'est un mannequin aussi pour les plus grandes marques au monde. Je connaissais pas son histoire. On en a parlé un petit peu dans les jours précédents. Tu sais, le gars a marché pour Hermès, pour c'est très impressionnant. Donc, s'il y a le look, il y a la personnalité. C'est sûr que c'est un Européen de l'Est. La personnalité, des fois, c'est un peu difficile à barrière de la langue et tout ça. Mais s'il peut développer une personnalité intéressante, s'il y a le charisme, il y a le look, certainement. Et il y a le talent aussi. Il y a vraiment le talent, oui. Très, très belle performance de sa part, des combinaisons variées, puis on voit que c'est un athlète là, qui sort de l'ordinaire. Là. Exactement. Donc, l'UFC pourrait le mettre vraiment en valeur. T'sais, ça me faisait penser un petit peu à Sage Northcutt à l'époque. Oui. Où lui, par contre, il est arrivé avec son look incroyable, tout ça, mais on l'a mis trop rapidement dans des gros combats, puis on l'a brûlé. Ouais. Là, quand on a des petits joyaux comme ça, ou le total package, comme on dit, là, des petites perles, il faut faire attention aussi comment on prend soin un petit peu plus. On va voir comment ça va se passer avec Islam Doulatov, mais retenez ce nom. OK, l'UFC du côté d'Abu Dhabi cette fin de semaine. On retourne là-bas pour une carte en exclusivité sur UFC Fight Pass. Malheureusement, ce ne sera pas disponible sur nos ondes. L'UFC, vous le savez, quelques fois par année, se garde des galas en exclusivité sur leur plateforme. Et c'est le cas cette fin de semaine. Mais ça vaut la peine de jeter un œil là-dessus et de s'abonner parce que si vous voulez voir le Québécois Marc-André Barriot, qui est de retour à l'action après son immense performance, et je dis immense en lettres majuscules, à Montréal. KO de la soirée contre Bruno Silva à l'UFC 315. Donc, retour de Barriot. Pas une grosse pause pour lui. Accepte un gros défi contre Shara Bullet. Il a le momentum. Il était acculé au pied du mur à Montréal. Il le savait. Là, maintenant, une petite meilleure sécurité et s'en va en territoire ennemi pour se donner en spectacle. Y a-t-il quelqu'un qui est surpris que Marc-André Barriot fasse ça? Qui gagne un combat à Montréal, qu'on s'attende tout à, OK, il a sécurisé un nouveau contrat, il peut se permettre d'être patient. Non, prend la première opportunité pour aller battre le pirate à Abu Dhabi. Personne n'aurait voté pour ça, mais tout le monde comprend que ça, c'est Marc-André Barriot, qui va jamais dire non. Puis c'est pour ça qu'il est encore à l'UFC. Il a toujours accepté des gros noms, des Pyfer, des Chris Curtis, des noms que je pense que j'ai jamais vu Marc-André Barriot refuser un nom à l'UFC. Je pense qu'il l'a jamais fait. Donc, c'est tout à son honneur. Puis, je souhaite de tout cœur qu'il offre une grosse performance parce que c'est ce qu'il mérite. Il travaille fort. Puis, c'est une chance en or pour lui d'aller montrer sa valeur, là. Sais-tu quoi? Je lui ai parlé à Marc-André cette semaine. Ça va être en ondes sur le site de TVA Sport aujourd'hui, mercredi, le 23 juillet ou demain, jeudi. Mais on a quelques extraits pour vous. Et il a été question justement là, du fait qu'il accepte toujours les gros défis. Et pourquoi, dans le fond, il a décidé d'aller en territoire ennemi cette fois-ci. On peut l'écouter. C'est pas tout le monde non plus, tu sais, qui aurait accepté de se lancer là-dedans. Puis, je pense que, tu sais, la dernière fois qu'on m'a donné un peu la chance d'aller à la maison, de briller comme ça, ben là, c'est à mon tour peut-être de venir en territoire ennemi, puis de voir qu'est-ce que je suis capable de sortir dans des conditions comme ça. Comme tu as dit, c'est ça. Je pense qu'ils savent à quoi s'attendre avec moi. Victoire, défaite, les hauts, les bas. Dans chaque combat, tu sais, je me suis présenté. Puis c'est surtout la façon que j'ai rebondi à chaque fois. J'ai jamais resté au sol très très longtemps là, tu sais, à me refondre quoi que ce soit. Je trouve des solutions pour revenir. Puis surtout, j'ai encore la flamme, le feu de vouloir continuer. J'ai le couteau entre les dents. C'est ça le plus important. Tu sais, fait que je suis très conscient des enjeux. Tu sais, j'ai 35 ans, il en reste moins à faire que j'en ai de fait, mais je suis bien correct avec ça. Je veux juste m'arranger pour être fier de moi, pas avoir de regrets, puis de continuer à dire que quand c'est venu le temps de prendre les opportunités, les défis, je les ai pris.
Sais-tu quoi? C'est exactement ce que tu as expliqué avant qu'on entende l'extrait. Tu connais bien ton Marc-André, puis on commence à le connaître nous aussi. Mais tu sais, il se sentait. Tu sais, on m'a donné la chance de me battre à Montréal, j'ai bien performé. Là, je l'en dois une à la compagnie pour aller. Tu sais, c'est à mon tour. Là, c'est du donnant-donnant, en fait. Tu sais, c'est pas tout le monde qui pense comme ça, en fait. Non, là. exactement. Mais je pense que c'est pour ça que, tu sais, qu'il y a un aussi bon lien avec l'UFC. Clairement, On Marc-André n'a pas Barriault. hésité à lui redonner un contrat. Exactement. Même Donc, s'il était un V5 assez. il y a une raison pour ça. Toutefois, il est conscient du défi. Il est largement négligé contre Magomedov, Sharapouddin Magomedov, Shara Bullet, comme on l'appelle, qui revient de sa première défaite, ceci dit, contre Michael Venom Page. Il a été exposé un petit peu, mais malgré tout, c'est un gars qui a une superbe fiche, 15-1 avec 12 KO. C'est un gars qui frappe en volume, un gars qui a beaucoup de... comment tu le vois, toi, Magomedov? Un bon technicien, en fait. Là. Un très bon technicien, quelqu'un qui fait des attaques très variées, qui est comme... Il est pas facile à lire parce qu'on sait jamais ça va être un genou, est-ce que ça va être un coude, est-ce qu'il va se mettre gaucher, droitier. Il change beaucoup, il a un style très difficile. Par contre, Marc-André Barriault, une chose qui est très bon, c'est qu'il coupe la distance, Marc-André. Marc-André, c'est pas quelqu'un qui va rester à distance. Il va la couper, cette distance-là, va vouloir rentrer, aller placer des coudes, aller placer des uppercuts dans le clinch, aller travailler contre la cage. Et The Bullet, on l'a pas vu beaucoup dans ces situations-là. Donc, je pense que ça peut être à son avantage, Marc-André Barriault, d'aller travailler dans un monde où est-ce que lui se sent à l'aise. Et à l'inverse, là, je pense que Bullet va vouloir travailler à rester à distance. Là. Sais-tu quoi? C'est exactement la même analyse que Marc-André Barriault fait de ce duel-là. On va l'écouter, Marc-André, encore une fois. Puis de faire ça un peu ugly, là, de faire ça dirty comme que j'aime faire. C'est sûr qu'il va s'attendre à ça. J'ai vu d'autres combats de lui, qu'il y avait des gars qui ont essayé d'implémenter ça, mais ils ont lâché le morceau. Moi, je suis le genre de gars qui, si ça marche pas le premier round, je vais le réessayer, puis je vais le réessayer parce que c'est moi, c'est en dedans de moi, c'est mes instincts. C'est pas quelque chose que je vais juste expérimenter comme ça pour voir si ça marche. Ça fait partie de moi. C'est une chose, c'est sûr, je veux pas embarquer dans sa game à lui. Je suis capable d'échanger avec lui s'il faut, mais ce qu'il fait, il fait bien. Il aime ça se battre long, il aime ça bouger. J'ai pas envie de courir après, mais je veux être en mesure de pouvoir bien me faire respecter. Donc voilà, Marc-André qui disait c'est comme tu as dit, là, en fait, là, c'est qu'il le sait que Bullet, c'est un bon technicien. Marc-André, il l'avoue lui-même. Je suis pas le gars le plus rapide non plus. Je peux pas me permettre d'échanger pendant 15 minutes avec lui, puis tout ça à distance. Il faut faire ça salaud un petit peu. Exactement. Puis, il n'y a rien de plus difficile quand tu es quelqu'un de très linéaire, de très technique. Lorsque tu te bats contre quelqu'un qui est pas vraiment linéaire, qui est pas technique, qui est un petit peu plus garoché et brouillon, c'est super difficile parce que tu t'attends à avoir un coup qui va arriver puis ça sera pas ça que tu vas avoir. Donc vraiment, ça peut être un bon combat pour Marc-André. Là. Il est très bien placé sur la carte en plus. Je pense que sauf erreur, c'est le combat tout juste avant la demi-finale, donc le 3e avant la fin. Parce qu'on vous le disait, surtout dans cette région du monde, le Shara Bullet, qui est une belle vedette. 35 ans, 16e combat à l'UFC. Carrière en montagne russe, c'est le cas de le dire. Ça décrit vraiment la carrière de Marc-André Barriault. Pour lui, il sait que le championnat, c'est pas un objectif pour lui. C'est vraiment de donner le meilleur de lui-même, ce qui lui reste. C'est peut-être son dernier contrat. Il a fait, il y a plusieurs années, un pèlerinage. En fait, il a commencé à aller s'entraîner en Floride, au gymnase Kill Cliff avec Henry Hooft. Au début, il faisait le voyage, il revenait au Québec, tout ça. Finalement, il est installé depuis quelques années de façon permanente en Floride. Il est allé visiter à plusieurs reprises, Johan. Et ce que je remarque en regardant les médias sociaux de Marc-André et des autres membres de son équipe, et tu en as déjà parlé un petit peu ici au podcast, c'est que Marc-André, c'est un des gars les plus respectés de son gym. Hein? Ah, de loin. Puis moi, c'est ce qui m'avait le plus impressionné quand j'avais été m'entraîner là-bas. C'est que quand il s'est présenté dans le gym, il y avait des gros noms, là, des Michael Chandler, Gilbert Burns, il y avait des gros noms qui étaient là. Puis lui s'est directement dirigé à la cage où est-ce que les gros noms étaient, puis a commencé à travailler avec ces gars-là, alors que il devait avoir une 50aine de personnes là, qui étaient autour, plein de professionnels, plein de gars de l'UFC aussi, puis tout. Fait que c'est à ce moment-là que moi je me suis dit, ok, il a réussi à faire sa place. Avec le temps, il fait partie des gros noms. Il s'entraîne avec les gros noms. C'est un des partenaires des plus grands noms qu'il y a là-bas. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'il soit fier de ça parce que c'est quelque chose là, de pouvoir avoir été en mesure toute seule, de te déplacer, d'aller dans un autre gym et de t'implanter là-bas. C'est tout en sa faveur. Je voulais savoir justement qu'est-ce qu'il en pensait. Puis comme vous allez l'entendre, encore une fois, beaucoup d'humilité de la part du Québécois Barriault.
Je pense que ma force de caractère, mon attitude en inspire beaucoup. Puis ils voient qu'avec moi, ce que tu vois, c'est ce que tu as au final. Puis il n'y a pas de cachette. Puis je suis tout le temps là pour amener, moi aussi, contribuer. Peut-être dans le gym, je suis pas le meilleur. Puis qu'il y en a qui ont des meilleures journées que moi dans le gym. Mais ça reste que je suis dans la meilleure organisation au monde. Puis je suis encore là après tout ce qui m'est arrivé. Puis après plusieurs années. Donc, ça montre que il n'y a pas de chemin parfait. Puis qu'il faut juste se faire confiance. Puis au final, je suis content de pouvoir ramener ça, là. Voilà, c'est ça. C'est par le travail, par l'éthique de travail, par le fait et je voyais surtout Gilbert Burns, j'ai déjà fait une entrevue avec lui, puis il m'avait parlé de Marc-André, puis sur les médias sociaux, il commande beaucoup, il dit, tu sais, t'es une inspiration pour nous et tout ça, tu sais, justement, passer par-dessus des épreuves. Tu sais, les gars le savent, là, puis les gars le voient. Tu sais, nous, on voit ça quand ils se battent, tu sais, une fois aux 6 mois ou une fois aux 4 mois. Eux sont au jour le jour ensemble, tu sais. À chaque jour, oui. Le fameux grind, là. Oui, exactement, puis... Tu sais, ça doit pas être facile parce que moi, je suis allé là-bas, là, puis tu sais, j'avais comme Marc-André qui était comme un peu, je vais dire, mon grand frère, qui était là-bas, moi, j'étais content parce que j'avais un grand frère qui était là, mais lui, là, Marc-André, quand il était là, il n'y avait pas de grand frère, là, tu comprends? Vrai. Il était tout seul là-bas, fait il a dû avoir des journées extrêmement difficiles, des remises en question à longueur de semaine, puis crime, il était encore là, puis il a fait son chemin, fait que, wow, good job. Effectivement. Donc, à suivre, gros combat en fait pour Barrio contre Shara Bullet à Abu Dhabi cette fin de semaine. La grande finale du gala, c'est Robert Whittaker contre Rener Derrida, qui est un partenaire d'entraînement de Barrio au Kill Cliff d'ailleurs. Un des partenaires principaux à Barrio en plus. RDR, comme on l'appelle là-bas, le néerlandais, qui a la chance d'une vie, en fait. Là, c'est la chance d'entrer dans le top 5. Whittaker, le vétéran, ancien champion, classé 5e. Derrida est 13e, mais on en parlait avant de commencer le podcast. Toi et moi, on est d'accord là-dessus. On a comme l'impression que Derrida va réussir à solutionner l'ancien champion, à passer au travers, en fait, là, et d'aller chercher la plus grosse victoire de sa carrière. Mais c'est sûr que là, on voit que Whittaker n'est pas nécessairement sur une bonne lancée. Il y a eu des combats très difficiles. Je me rappelle contre Duplessis, là, il s'est fait malmener, il s'est fait amener au sol. On a vu son dernier combat contre Chimaev. Écoute, ça s'est fait au premier round, dans la première minute. Domination complète. Moi, Derrida, je le vois comme un combattant dominant, très complet au niveau du combat debout, mais surtout très dominant au niveau de son jiu-jitsu et de sa lutte. Voir qu'est-ce qu'il a fait à Bo Nickal, ça a été une domination complète. Donc là, on l'envoie contre Whittaker, qui, selon moi, avec les calculs, ses plus belles années sont derrière lui. Là, ça peut être une soirée très difficile pour Robert Whittaker. 3 victoires de suite à l'UFC pour Derrida. Ancien double champion de ONE, je disais la plus grosse victoire de sa carrière à l'UFC, qui est assez jeune, mais c'est 3 victoires à l'UFC, 3 victoires avant la limite. 20-2 globalement avec 14 soumissions et 4 KO. Là, 18 en 20 taux de finition, puis 14 soumissions, c'est... 14 soumissions en 20 victoires, c'est énorme. Là. Ouais. Donc, en sachant que Whittaker, lui, n'est pas nécessairement dans une position où, au sol et au niveau de la lutte, dans ses derniers combats, a eu des avantages, ça va être difficile. Là. Et tu as mentionné son combat contre Chimaev, c'était en octobre dernier. Oui. Et pour ceux qui ne l'avaient pas vu ou qui ne s'en rappellent pas, il se fait carrément défoncer le visage. Oui, exactement. C'est pas plus compliqué que ça. Là. La prise de soumission de Chimaev était tellement serrée. C'était pas dans le cou, là, c'était sur le visage, la bouche. C'était tellement serré et puissant qu'il y a des dents qui ont déraciné un peu, donc, ça peut laisser des traces aussi. Là. Ça peut laisser des traces, puis au-delà de ça, ça l'a pris une fraction de seconde, puis Chimaev était dans le dos de Whittaker. Donc, est-ce que ça va être la même chose? Parce que Derrida, c'est un spécialiste de jiu-jitsu brésilien. Ouais, exact. Donc, ça va être la finale. Demi-finale, Peterian contre Marcus McGee. Intéressant. Je suis curieux. Peterian, classé 3e, qui était pas obligé d'accepter ce combat-là. McGee, un gros cogneur, 12e. Risqué là, pour Peterian. Peterian, risqué, oui. Je pense qu'il veut être actif. Je pense qu'il est confiant. Je pense que Peterian est confiant. Tu n'acceptes pas ce combat-là si t'es pas complètement sûr. Je pense qu'il se dit, je vais aller chercher un bon combat, je vais aller chercher une bourse, puis tu sais, je vais montrer ma dominance. Je pense, moi, je le vois comme ça. Je vois que la vitesse puis que le jeu de pied va en faveur de Yann. Par contre, il cogne, hein. Fait que on le sait que Yann a souvent tendance à vouloir aller dans des guerres, échanger coup pour coup. Ça pourrait peut-être être là que ça pourrait être risqué pour lui, là. Il est invaincu à l'UFC, sauf erreur. Je vais aller vérifier sa fiche, là, mais je pense qu'il est 4-0 à l'UFC. McGee avec beaucoup de KO. Là. Avec beaucoup, exactement. C'est un gros cogneur. C'est quelqu'un qui a pas peur d'échanger. C'est quelqu'un qui met beaucoup de pression, hein. Fait qu'on le sait, Peterian aussi aime mettre la pression. Donc, ça peut devenir un combat vraiment explosif. Par contre, comme je l'ai mentionné,
c'est sûr et certain que la puissance va en faveur de Miggy. On l'a mentionné à son dernier combat, il a fait un chaos spectaculaire avec un gros crochet. Donc vraiment, ça va être à suivre, ça va être à surveiller, ça va être un gros combat. Et grosse opportunité pour Miggy s'il gagne ça. Ouais. Il vient de battre le classé numéro 3, là, passe de 12 à 3. Peut-être pas jusqu'à 3, mais va descendre dans le classement, c'est certain. Ouais, c'est ça. C'est 4-0 à l'UFC, effectivement, dont 3 KO. 3 KO. C'est une décision à sa dernière à son dernier combat. En novembre, mais quand même, effectivement. Donc, très intéressant comme combat. Moi, j'en cirque aussi Bryce Mitchell à 135 livres. Il vient dans cette division-là contre Saïd Nurmagomedov et Martin Buday contre Marcus Buchecha. Buchecha, on en a parlé un petit peu au podcast ici. Immense champion de jiu-jitsu brésilien qui en est à ses débuts à l'UFC, début de carrière en arts martiaux mixtes dans la trentaine, mais si vous aimez le jeu au sol, regardez ça. Moi, je vais l'avoir à l'œil, Buchecha, je le connais pas vraiment, mais son CV est assez impressionnant. Ça se passe cette fin de semaine, je le répète, exclusivité UFC Fight Pass, ça commence à midi et Marc-André devrait se battre autour de 16h, 16h30, heure de l'Est, bien sûr. On passe aux actualités. Rumeurs, échos, coulisses, les plus récentes nouvelles. Le hype UFC. Eh oui, notre ami Dana qui est allé sur les internets, sur Instagram hier pour annoncer quelques gros combats, oui. On fait le tour. UFC 320 à Las Vegas le 4 octobre. Ce sera la revanche entre Magomed Ankalaev, le champion des 205 livres, contre Alex Pereira, l'ancien grand champion. On le savait que ça s'en venait, confirmé pour le 4 octobre. Intéressant parce que Pereira était tellement sur une belle lancée. Quand il s'est battu contre Ankalaev, on se disait c'est pas le Pereira qu'on voit d'habitude. Non. Il était plus reculant, semblait être un peu effrayé des takedowns et tout. Donc, moi, j'ai hâte de voir. Là, il vient de perdre sa ceinture, va vouloir revenir. On dirait que Pereira, c'est ça que ça y prend des fois, de se faire brasser un petit peu pour pouvoir revenir plus fort. Donc, j'achète ce combat-là à 100%. C'est un gros combat, 2 gros cogneurs avec un co-main event extraordinaire en plus. Merab Dvalishvili contre Corey Sandhagen, la ceinture des 135 livres. 3e défense de titre pour Merab en 2025 seulement. Il reste un champion ultra actif cette année, Merab Dvalishvili, puis il est dominant. Oui, il mange pas de dommages en plus. Ça fait pas vraiment toucher. Moi, c'est ce que je trouve impressionnant parce qu'il fait tellement de temps de cage. C'est un des champions qui a fait le plus de temps de cage. Il fait beaucoup de décisions, quand même très spectaculaire, des grosses amenées au sol et tout. J'ai hâte de voir contre Sandhagen parce que Sandhagen, c'est un combattant qui est très difficile à lire. Il va lancer des coups de genoux, il va lancer des... Peut-être le meilleur striker, le meilleur combattant debout qu'il aura affronté. Meilleur et surtout le plus difficile à lire. Là. Et il est pas facile avec son jiu-jitsu. Hein. C'est quelqu'un de très grand, de très long. Donc, dans les takedowns, peut être dans les amener au sol que Merab va faire, peut être en mesure d'aller chercher le dos. On le sait, là, il est très unorthodoxe dans sa manière de travailler en jiu-jitsu brésilien. Pourrait peut-être surprendre Merab avec ça aussi. Là. Donc, 2 ceintures en jeu à l'UFC 320. Également sur la carte, Jiri Prochazka, ancien champion à 205, qui affronte Khalil Rountree. Ça va cogner. 2 gros cogneurs. Puis Rountree, moi, ce que j'aime, là, c'est qu'il semble avoir trouvé un petit peu sa voix ces temps-ci. Là. Il semble être bien, il semble être à l'aise. Jamal Hill, il a fait une super performance il y a quelques semaines. Puis, tu sais, contre Pereira, avait fait un gros combat. J'ai l'impression que ce combat-là lui a donné des ailes. Ça va vraiment être un combat à surveiller parce que, on le sait, Prochazka, lui, il travaille beaucoup les mains basses. Ça va être un gros combat. S'il se fait toucher, c'est vrai. Oui, ça va être un gros combat. UFC 321, quelques semaines plus tard, le 25 octobre, c'est du côté d'Abu Dhabi. Donc, on va retourner au Moyen-Orient, pour le grand retour de Tom Aspinall. Enfin, lui, on le sait, là, il était sur le chômage depuis que John Jones ne savait pas ce qu'il faisait. Là, il est prêt à revenir à l'action et ça va être Cyril Gane. C'est Cyril Gane qu'on a choisi pour une autre chance en combat de championnat français. Bon gamin. Écoute, 2 des plus mobiles poids lourds de l'histoire de l'UFC. Pour moi, c'est 2 combattants qui sont tellement bons sur leurs pieds. Ça va être un combat debout incroyable. Je veux voir Cyril Gane venir en pleine confiance. C'est ça qui me fait peur, moi. J'ai l'impression qu'on a 2 Cyril Gane. Un Cyril Gane là, qui est champion du monde, puis un Cyril Gane qui sait pas trop s'il veut vraiment se tremper les pieds ou non. Quand il est arrivé, Cyril Gane, au début, là, utilisait beaucoup ses kicks, toujours à distance, toujours en train de bouger ses pieds. Là, j'ai l'impression qu'il est plus à reculons un petit peu. Puis contre Volkov, la dernière fois, je sais pas si tu te rappelles, mais il a gagné une décision partagée, mais pas mal tout le monde pense que Volkov aurait dû gagner ça. Donc, même Dana White avait été voir Volkov après le combat pour lui dire, écoute, dans mon livre à moi, c'est à toi ce combat-là. C'est une mauvaise décision des juges. Donc, tu sais, il y a des choses à prouver, Cyril Gane. Oui.
Puis a été champion intérimaire, mais lorsqu'il est arrivé en véritable combat de championnat, que ce soit contre Ngannou ou contre John Jones, ça a vraiment pas été facile. Donc, est-ce que la troisième chance sera la bonne? On dirait qu'il compte Aspinall, qui est en pleine possession de ses moyens. Je sais pas. En tout cas. Je souhaite voir les deux au meilleur de leur performance. 100%. Ça va donner un combat explosif. Exactement. OK, parlons-en. On finit le show là-dessus. Samouraï, chapitre 16, confirmé 12 septembre prochain au Casino de Montréal. Johan, The White Lion, Lennes. Tu vas être quoi en demi-finale, j'imagine? Je crois que ça va être ça, demi-finale. Contre? Gleko Franca. Gleko Franca. Je sais pas s'il dit Je pense qu'on dit Franca, effectivement. Ouais, c'est plus que moi. Gleko Franca, vétéran de l'UFC et de la PFL. Donc, un gars qui a du millage. Beaucoup de millage. Écoute, une grosse carrière. Gagné The Ultimate Fighter au Brésil. Par la suite, allé se battre à l'UFC. S'est fait couper de l'UFC. A été faire le tournoi PFL. S'est rendu en finale. A eu des petits problèmes avec des produits, s'est fait suspendre. Donc là, ça va faire 2 ans qu'il s'est pas battu. Pas battu depuis 2023, par exemple. Exact. Donc là, il est sur un retour. Pour moi, c'est une opportunité en or. C'est une opportunité en or d'affronter un combattant qui a un nom, un combattant qui a du millage, qui s'entraîne au American Top Team. Okay. C'est pour moi une porte d'entrée pour revenir à l'UFC. Avec mes 2 grosses victoires que j'ai fait, je me voyais pas affronter comme quelqu'un qui allait pas pour moi être un tremplin pour me rendre ailleurs. T'sais. Donc, un gars comme ça qui a été finaliste du tournoi PFL, qui a gagné The Ultimate Fighter, je sais certainement qu'après cette victoire-là, je vais retourner à l'UFC. Oh. Ah ouais, je suis convaincu. C'est le fun que Daniel soit capable d'aller chercher des gros noms comme ça, des gars qui ont un CV, justement, qu'après ça, tu peux aller voir les dirigeants de l'UFC puis dire, regardez, j'ai battu ces gars-là de façon convaincante. Oui, parce que c'est ça. Ça veut dire que Samouraï devient une organisation de plus en plus sérieuse. Là. Exactement, puis c'est des gros noms, puis ils ont été chercher des gros adversaires à Alex Morgan puis à Michael Dufort, donc ça va être une grosse carte à surveiller le 12 septembre, ça va être au Casino de Montréal, donc les billets vont être mis en vente à partir de la semaine prochaine. Pour moi, c'est sûr que c'est vraiment une grosse opportunité. 23 victoires, 8 défaites. À ces 23 victoires, il y a 11 soumissions et 12 KO. Donc, il y a énormément de finish. C'est quelqu'un qui termine ses combats, justement. Il y a juste 2 décisions, c'est ça? Exactement. Par contre, c'est quelqu'un qui manque beaucoup d'énergie à partir du 2e round. J'ai regardé tous ses combats, je le connais par cœur. Je sais exactement ce que je vais avoir en avant de moi. Sauf la prononciation de son nom. Ça, ouais, c'est ça. Ben, ça, j'ai pas besoin de nommer son nom. Non, exact. Mais exactement. Fait que ce qu'il fait, il fait bien. Il a un bon jab, un bon direct. Il va vouloir m'amener au sol, il va vouloir me mettre de la pression. On travaille beaucoup avec le single leg, le double leg. J'ai beaucoup étudié ses combats. Mais lorsque ça fonctionne pas comme il veut, il se décourage rapidement. Puis c'est ce qui va arriver. Puis les opportunités vont être là. Puis... Fait qu'un mois et demi, le camp d'entraînement qui commence. On est dedans, là. Ouais. 8 semaines exactement. Exactement. Donc, à suivre, Alex Morgan va affronter Ariston França. Je sais pas s'ils sont parentés, mais en tout cas, França, lui, on l'avait déjà. Celui-là. França-là, Ariston, on l'avait vu la dernière fois contre Michael Dufort à la toute dernière minute. Donc là, il revient mais à 145 livres, donc dans sa véritable catégorie avec un vrai camp d'entraînement. Donc, bon adversaire pour Chess Master Alex Morgan. Et en grande finale de ce combat-là, ça va être le champion des 155 livres, Mick Dufort, qui reste pour un autre combat à Samouraï contre TJ Brown. C'est un vétéran de l'UFC lui aussi. Un très bon combattant au niveau du combat debout. Donc, un peu un choc de style parce qu'on sait que Michael Dufort, c'est un spécialiste de jiu-jitsu brésilien. 3-5 à l'UFC, donc en 8 combats dans la grande organisation. Lui aussi, mais qu'on le sait, espère recevoir l'appel de la grande organisation. Bref, manquez pas ça. On va mettre la table dans les semaines qui s'en viennent pour ce gala Samouraï, le chapitre 16, le 12 septembre. On va recevoir Daniel Lafont aussi, le président de l'organisation au podcast, un de ces 4 d'ici le gala du 12. Johan, merci énormément. Encore une fois, merci à Dominique qui était derrière la vitre aujourd'hui en régie. Merci d'être venu en renfort. Le releveur gaucher, Dominique Plamondon, mesdames, messieurs. Je m'appelle Ben Baudouin. On se dit à la prochaine pour un autre épisode du SOS Podcast. Ciao. SOS Podcast!